Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 20h à la une de l'actualité. Contrat pétrolier, gazier et minier, la société civile ne cache plus ses inquiétudes réunies à Dakar. Plusieurs ONG réclament davantage de transparence et demandent à l'État de sauvegarder les intérêts des populations. Attendues depuis 3 ans, les licences de pêche mauritaniennes tardent encore à arriver à Saint-Louis. Une absence qui n'est pas sans conséquence sur la vie des populations. Le poisson manque et les femmes se rabattent sur la sardinelle. Le Sénégal traverse une situation catastrophique. Conviction du mouvement Yehu Jotna, cette organisation basée à Touba accuse Macky Sall d'avoir plongé le pays dans le désespoir. Vous entendrez les responsables du dit mouvement dans cette édition. La page internationale sera également de la partie. Au Sénégal, beaucoup reste à faire pour la transparence des contrats dans les secteurs du gaz, du pétrole et des mines. Le bureau Oxfam au Sénégal, les ONG et la société civile ont fait le constat au cours d'une rencontre à Dakar ce jeudi. Ils ont invité l'État à relever le défi et à privilégier l'intérêt des populations. Abdoul Malik Bousso, membre de la société civile, que nous écoutons au micro de Mamou Gassama. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'essentiellement c'est le gouvernement qui sont obligés, ou bien la pression est mise sur le gouvernement pour la publication des rapports. On considère que les parties prenantes que sont aussi les compagnies ont le devoir d'avoir une politique de publication des rapports, des contrats. Ce qui n'a pas été toujours le cas. Ce n'est pas évident que tous les contrats ont été publiés, parce que le contrat, il y a une partie principale, il y a des avenants. Il faut qu'on s'assure de la réalité des questions environnementales, des questions liées aux clauses fiscales et autres. Le travail qui reste à faire, c'est à tous les niveaux. La société civile a un rôle à jouer. Je l'ai dit tout à l'heure, en termes de renforcement de capacité d'analyse des contrats. Les pouvoirs ont un rôle à jouer en termes de renforcement de leur capacité de négociation des contrats. Les entreprises ont un rôle à jouer de ne pas se cacher derrière le gouvernement pour dire qu'on ne publiera que si les gouvernements partenaires décident. Il faut qu'on aille au-delà de cela. Il faut que tout le monde joue le jeu de la transparence. Le contrat implique énormément d'enjeux. Ce n'est pas aussi simple de l'analyser. Il faut le faire en étant qualifié. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on signe les meilleurs contrats possibles, que ce soit en adéquation avec les normes les meilleures, que ce soit en adéquation avec les pratiques les meilleures, et qu'on tienne compte lors des négociations des intérêts des communautés qui vivent sur ces terres-là. La grève sera inévitable dans le secteur de l'eau si l'État ne veut pas négocier. La menace est brandie par les travailleurs de la SDE. Face à la presse, mercredi, ils se sont prononcés sur le contrat d'affermage attribué à Suez, non sans réclamer une augmentation de salaire et des actions autour de 15%. Eliman Diouf parle en leur nom. Il est au micro de Mam Khadi Djerifal. Bon, l'intérêt de l'Assemblée générale d'aujourd'hui, elle intervient au moment où l'État du Sénégal a fait l'adjudication provisoire de l'appel d'offres qui doit permettre à l'État de confier le secteur à une société pour 15 ans encore. Les travailleurs souhaitent que globalement les préoccupations qui ont été mises dans le mémorandum transmis au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement soient prises en compte. Dans la partie qui concerne les 15% d'actions que les travailleurs réclament, la représentation des travailleurs dans le conseil d'administration et maintenant l'ouverture des négociations juste après l'adjudication définitive avec le nouveau repreneur pour voir les conditions de travail, pour voir comment améliorer les émoluments des travailleurs et comment regarder les charges de travail des travailleurs au niveau interne. Nous, travailleurs, on nous avait attribué 5%. L'État va avoir 25% et les privés nationaux, 25%.
Maintenant, c'est dans la répartition de ces 25% des privés nationaux ou dans les 25% détenus par l'État que nous, travailleurs, nous réclamons plus de 5%, à savoir 15%. Et c'est ça l'objet des négociations que nous devons finaliser avec le gouvernement. Parce qu'ils avaient demandé d'attendre l'adjudication définitive. Mais on a un préavis de grève qui court jusqu'en fin décembre. Si l'adjudication définitive est faite à la fin des recours et que l'État ne veuille pas s'asseoir avec nous, mais nous connaissons ce que nous devons faire. Donc notre préavis qui court jusqu'à fin décembre, nous avions déjà fait une grève de 48 heures pour signer un protocole. Nous le remettrons sur la table. La grève est inévitable s'ils ne veulent pas négocier. Nous vous l'évoquions dans les titres à Saint-Louis. L'absence de licence de pêche mauritanienne attendue depuis 3 ans commence à poser problème et les conséquences se font ressentir sur le marché. Le poisson se fait rare. Les populations se rabattent sur la sardinelle, nous apprend Gabriel Barbier. À Guet-Ndar et environ, les poissons comme le tchof, rouch, capitaine et autres se font de plus en plus rares. Et faute de poissons nobles, la sardinelle ou yaboy, jadis reléguée au second plan, fait la loi. C'est la sardinelle qui a été attendue par toutes les populations laborieuses de Guet-Ndar. Tant il est vrai que depuis le mois de juin, nous étions dans une véritable diète. Donc si par miracle aujourd'hui, nous avons beaucoup de yaboy, beaucoup de sardinelles, les populations de Guet-Ndar n'en sont qu'heureuses. Jusque-là, c'était relégué au second plan dans le plan... Oui, c'était relégué au second plan parce que nos mères étaient poissonneuses. Mais depuis quelques années, comme j'ai dit tantôt, le changement climatique est passé par là. Et ce que aussi les autorités devaient faire, jeter des carcasses de véhicules dans l'océan Atlantique, sur toute la côte, n'a pas été fait dans les règles de l'art. Aujourd'hui, les populations de la langue de Barbarie et par extension de Saint-Louis se remémorent la belle époque. Nous sommes nostalgiques du passé, parce qu'auparavant c'était les capitaines, c'était les tchofs, c'était les dorades, c'était ces poissons nobles qu'au niveau de Saint-Louis nous avions l'habitude de pêcher et de consommer. Mais chemin faisant, la raréfaction du produit a fait, et les intempéries et surtout le changement climatique ont fait que tous ces poissons nobles ont disparu. Pour faire place à quoi? À la sardinelle yaboy, qui pourtant est prisée par les populations et de l'intérieur du pays et de la ville même de Saint-Louis. Force est de reconnaître que dans cette partie du pays, les licences de pêche mauritaniennes qui font défaut depuis février 2016 sont attendues comme une bouffée d'oxygène. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Restons dans la capitale du Nord. Les habitants du quartier Gorée n'en peuvent plus de cohabiter avec l'énorme trou laissé sur place par une entreprise. Un réel danger pour les populations qui interpellent les autorités. Demba Sankaré, leur porte-parole, s'est entretenu avec Gabriel Barbier. La situation, c'est une situation déplorable. Nous sommes dans le sous-secteur tout sous-quartier de Gorée, où un engin d'une société d'assainissement s'est embourbé. Elle a été retirée, mais malheureusement, elle a dû casser le tuyau d'assainissement. Mais depuis lors, les populations vivent dans le calvaire. Il y a une pollution d'odeur au niveau des maisons, les gens ne respirent plus. Et ensuite, ce matin, il y a un petit enfant qui est tombé dans le trou. Heureusement que les populations ont été alertées très tôt, et elles ont pu effectivement sauver le petit. Alors, nous interpellons l'autorité. Il y a des risques. Il y a des risques certains. Et ça fait 20 jours que l'entreprise est là, elle n'intervient pas sur le marché. C'est pour ça que les populations sont sorties, m'interpellant en tant qu'autorité du quartier pour pouvoir effectivement de visu voir les choses et dire ce qu'il en est. Le mouvement Yehu Jotna de Touba dresse un tableau sombre de la gestion du régime de Macky Sall, une gestion jugée nébuleuse et opaque et qui a fini de plonger le pays dans une situation de désespoir. Ibrahim Seck parle au nom de Yehu Jotna. Ses propos sont recueillis par Mamadou Makhtar Sarr. Ce que je pense, si par exemple Macky ne change pas sa manière de faire, sa façon de voir les choses, sa façon d'investir les deniers de l'État,
le budget de l'État, nous, effectivement, comme l'a si bien dit le marabout, nous allons aussi reboloter. Un responsable, comme son nom l'indique, doit être responsable de quelque chose. Ils ne sont responsables que de leur poche, de leur belle voiture et de leur famille et de leurs copains. Mais si, par exemple, ils étaient animés d'un certain esprit patriotique, ils auraient pensé à ces pauvres ménagères qui sont derrière nous, ces braves dames intègres, libres, qui ont horreur de tendre la main, qui ne font que travailler. Mais Macky, quand je dis Macky, je parle de son équipe, Macky et de son équipe, parce que c'est lui qui est responsable de l'équipe en place, qui travaille que pour soi-même. La gestion de ce pays, comment les deniers sont gérés. Figurez-vous par exemple, 500 et quelques milliards entre Dakar et Diamniadio. Alors que le train là devait continuer avec moins de 50 milliards, le train devait rallier Bamako. Ils ont tout déraillé, ils ont vendu les chemins de fer, ils ont vendu les rails, ils ont déserté les gares. Alors que par exemple, actuellement, tous les biens sont concentrés dans Dakar, entre sa famille, entre ses ministres, entre ses députés. Diourbel, comme Kaolack, devrait disposer d'une grande infrastructure, des huileries. Mais regardez, l'huile, nous produisons de l'arachide. Mais figurez-vous, l'huile, l'huile n'est même pas exploitée ici à Touba. Toutes les grandes entreprises, toutes les industries sont aux mains des étrangers, particulièrement des Français. La communauté chrétienne a célébré ce 1er novembre la fête de la Toussaint, une journée traditionnellement consacrée à des visites dans les cimetières pour prier pour les morts et entretenir les tombes. Occasion pour les vendeurs de fleurs et de bougies de fer, de bonnes affaires. Un reportage de Fatou Bintou Diouf avec Ibougueï. Ce 1er novembre est célébré Toussaint, une fête où tous les fidèles chrétiens catholiques honorent tous les saints. Durant toute l'année liturgique, nous célébrons pratiquement chaque jour un saint. Mais 365 jours ne peut pas résumer le nombre de saints qui existent. Le 2 novembre, nous allons commémorer les fidèles défunts. Si nous avons voulu faire en sorte que ces 2 jours importants soient rattachés, eh bien c'est tout simplement par commodité, puisque aujourd'hui est jour férié, mais demain n'est pas un jour férié. C'est la fête de tous les saints et nous profitons de cette journée pour venir prier, être en communion avec eux. Parce que nous savons de l'au-delà, ils nous voient et ils prient pour nous. Et nous aussi, nous prions pour eux, nous nous confions à eux. Difficile de rallier le cimetière Saint-Lazare de Béthanie en ce jour. Avec un bouchon interminable, les fidèles préfèrent finir le trajet à pied. Autre chose visible sur les lieux, la vente des fleurs, des bougies et d'autres symboles liés à la célébration. Alhamdoulilah, je ne me plains pas. C'est pour la première fois que je vends des symboles catholiques, mais j'ai les poches déjà remplies. Chaque année, je vends que des bougies et je vois que les fidèles chrétiens et catholiques achètent tout. Comme vous le voyez, il ne reste que quelques bougies. On est au Sénégal, on parle de dialogue islamo-chrétien. Je suis musulmane, mais pour cette fête, je vends des symboles catholiques et actuellement, les fleurs sont les plus prisées. L'occasion est saisie par les fidèles catholiques aussi pour lancer un message à l'endroit de toute la communauté religieuse. À l'occasion de cette fête, nous prions qu'il y ait de la paix au Sénégal et partout dans le monde. Nous croyons à l'existence du Dieu puissant, donc j'invite musulmans et chrétiens à éduquer leurs enfants, y compris moi-même car je suis croyante. Un message à l'unité et à la paix pour un Sénégal stable. Le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint et le 2 est consacré à la commémoration des défunts. Fatou Bintou Diouf, place maintenant à l'actualité internationale. Une synthèse de Mariam Fall.
Cela fait une semaine que la toile s'enflamme. À Libreville, la santé du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, occupe une bonne place dans les conversations. Alors que l'agence de presse Reuters a parlé ce lundi d'un AVC, la lettre du continent affirme que le chef de l'État gabonais aurait été victime d'un œdème cérébral. Ali Bongo Ondimba a été hospitalisé dans la capitale saoudienne. C'est la seule information officielle qui a fait trait sur l'état de santé du président gabonais depuis qu'il a été interné à l'hôpital et que les rumeurs les plus folles courent sur sa personne. Pour certains, l'homme serait tombé dans un coma diabétique et transféré par avion médicalisé de Riyad vers Londres. Pour le porte-parole de la présidence gabonaise, le chef de l'État gabonais, 59 ans, est simplement victime d'un épuisement physique, ce qui nécessiterait à son niveau du repos. La dernière information révèle que le président Ali Bongo se repose à l'hôpital du roi Faisal à Riyad, en Arabie Saoudite, depuis mercredi. Nigeria, des miliciens et des habitants ont affirmé ce jeudi au moins 12 personnes ont été tuées dans des attaques menées par les djihadistes du groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Les insurgés arrivés à bord de 7 camions ont attaqué ce mercredi soir les villages de Boulaburin et Kofa ainsi qu'un camp de déplacés à la sortie de Maiduguri, la capitale de l'état du Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste. Selon un responsable de la milice engagée aux côtés de l'armée contre Boko Haram, les djihadistes ont tué 9 personnes à Boulaburin, 2 à Dalori 2 et 1 à Kofa et ont pillé des vivres avant de mettre le feu. L'armée égyptienne a annoncé ce jeudi la mort de 18 djihadistes présumés lors de récentes opérations menées dans le Sinaï où les forces de sécurité affrontent le groupe État islamique. L'armée a déclaré dans un communiqué que 18 takfiristes, communément appelés extrémistes, ont été éliminés dans les zones d'opération dans le nord et le centre du Sinaï. D'autres djihadistes ont par ailleurs été tués dans une frappe de l'armée de l'air contre un repère de terroristes dans le sud du pays, a ajouté l'armée sans mentionner le chiffre. Par ailleurs, un membre des forces de sécurité est mort durant ces opérations, toujours selon le communiqué de l'armée. L'Assemblée générale de l'ONU a appelé jeudi à la levée de l'embargo américain contre Cuba qui dure depuis plus de 5 décennies, adoptant une résolution avec 189 voix pour et 2 contre. Elle a au passage rejeté une demande de Washington de critiquer Cuba pour atteinte aux droits humains depuis l'imposition de l'embargo en 1962. Il s'agit de la 27e fois où l'Assemblée composée de 193 pays a fait une telle demande. En sport, l'équipe nationale du Sénégal de taekwondo est en plein préparatif pour les championnats du monde de Taipei prévus du 15 au 18 novembre. Toutefois, le staff technique des Lions demande au ministre des Sports de tenir sa promesse de mettre l'équipe dans de bonnes conditions afin qu'elle puisse représenter dignement le Sénégal. Les détails avec El Khairi Aïdara. L'équipe nationale du Sénégal se prépare activement pour la 11e édition des championnats du monde de Pumse à Taipei. Conscient des enjeux, l'entraîneur national et son staff technique sont à pied d'œuvre afin de représenter dignement le Sénégal et d'atteindre les objectifs fixés. Est-ce que les athlètes sont conscients des objectifs qui leur sont assignés? Aujourd'hui, il y a plus de 900 athlètes engagés sur cette compétition-là, répartis dans différentes catégories. Nous sommes présents dans 7 catégories et actuellement le Sénégal sera... Il y a de fortes chances que le Sénégal sera le seul pays africain noir au sud du Sahara. Et donc non seulement nous serons être le porte-drapeau du Sénégal, mais également le porte-drapeau de l'Afrique. Le moral est au beau fixe et nous sommes fixés des objectifs pour faire une première médaille pour notre pays et finir l'année 2018 en beauté. Placé deuxième sur le ranking africain et regardé par leur titre continental, Ahmadou Bamba Bey et ses poulains veulent réussir leur bijoutage à ces Jeux mondiaux de taekwondo. Il y a 7 mois de cela, nous étions champions d'Afrique. Nous avions 3 titres de champions d'Afrique au mois de novembre à Agadir. Maintenant, depuis lors, nous avons commencé la préparation en direction des championnats du monde de Pumse. C'est la 11e édition. Maintenant, il faut savoir que le Sénégal n'a jamais pris part à cette compétition-là.
Et nous sommes classés deuxième sur le ranking africain. Donc on a nos arguments pour pouvoir défendre de manière, avec la manière le Sénégal. Pour défendre avec honneur et rigueur leur pays, le coach national espère que son équipe sera mise dans des conditions optimales. Une promesse d'ailleurs du ministre des Sports après leur brillante victoire au championnat d'Afrique. Le ministre des Sports, M. Matarba, a pris l'engagement au mois d'avril pour faire participer l'équipe nationale. Donc nous croyons en ces promesses-là parce que l'année 2018, nous avons fait les meilleurs résultats sportifs au Sénégal, toutes disciplines confondues. Donc nous pensons que l'État du Sénégal va nous mettre dans les conditions optimales pour pouvoir défendre avec honneur et rigueur le drapeau national. Maintenant, sur le plan administratif, à ce jour, nous avons un planning, nous avons fixé une date pour le départ parce que, compte tenu du décalage horaire, compte tenu des conditions climatiques qu'il y a là-bas, donc il faut s'acclimater, il faut être à temps sur les lieux. Ces championnats du monde se tiennent du 15 au 18 courant à Taipei. Le Sénégal, pour une première, représentera 7 catégories. À rappeler que l'équipe nationale est championne d'Afrique en trio senior des moins de 30 ans, vice-championne catégorie paire des moins de 30 ans et championne en titre des moins de 40 ans. C'était l'édition du 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Walf TV.